Plusieurs milliers de Zimbabwéens ont défilé vendredi dans la capitale Harare. C'était à l'appel du gouvernement qui a initié une marche pour dénoncer les sanctions imposées par les Occidentaux au pays. Les Algériens ont manifesté à nouveau en masse vendredi contre le pouvoir. La mobilisation était particulièrement intense en cette veille de l'expiration du délai de dépôt des candidatures pour la présidentielle du 12 décembre. La justice marocaine a alourdi en appel la peine du patron de presse Taoufik Boussaïd en le condamnant à 15 ans de prison pour de violences sexuelles, des accusations qu'il a toujours niées. La cour d'appel de Casablanca a à nouveau jugé coupable ce vendredi Taoufik Boussaïd après 7 heures de délibéré au terme du procès qui s'était ouvert en avril dernier. Sa peine de prison a été assortie d'un total de 2,5 millions de dirhams, soit 250 000 € d'indemnité pour les 8 plaignantes. Début octobre, le représentant du parquet avait demandé au juge d'alourdir sa condamnation à 20 ans de prison, assortie d'une amende d'1 million de dirhams, soit environ 90 000 €. Après le jugement, Abdelmoula Mahouri, un de ses avocats, a espéré une issue politique. Il a aussi affirmé que son client allait se pourvoir en cassation en estimant que sa condamnation était aussi sévère qu'inattendue, car elle ne repose sur aucun élément. Patron du quotidien indépendant Akhbar Al-Yaoum, Taoufik Boussaïd avait été condamné à 12 ans de prison ferme pour traite d'êtres humains, abus de pouvoir à des fins sexuelles, viol et tentative de viol en première instance en novembre 2018. Il a toujours nié ces accusations en dénonçant des preuves fabriquées et en évoquant des relations consenties. En ce 36e vendredi consécutif de manifestations, la mobilisation n'a pas faibli en Algérie. Les rues du centre d'Alger étaient noires de monde pour protester encore une fois contre le système au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1962 et contre la présidentielle destinée à élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika, poussé à la démission le 2 avril par les manifestations. Entré mardi dans son 9e mois, le mouvement se renforce au fur et à mesure que l'on se rapproche de la présidentielle du 12 décembre. Et désormais, un bras de fer est engagé entre le pouvoir qui entend mettre fin à la crise avec le scrutin du 12 décembre et le mouvement populaire qui refuse que les ex-fidèles de Bouteflika organisent ces élections. Parce que les revendications sont toujours là, les problèmes sont toujours là. Et la mobilisation doit se faire, elle doit continuer. Il n'y a aucune raison qu'on s'arrête, ça me paraît évident. Pas question de s'arrêter, surtout que cette fois-ci, les manifestants ont troqué le général Gaïd Salah, cible habituelle de leur slogan, par Abdelkader Ben Salah, dont certains propos visant à rassurer sur la situation sous contrôle en Algérie et qui minimisent l'ampleur de la contestation, ont enflammé les réseaux sociaux algériens. Des propos ressentis comme une humiliation du peuple et de l'Algérie qui, ce samedi, verra expirer le délai de dépôt des candidatures pour la présidentielle du 12 décembre. À l'appel du gouvernement zimbabwéen, plusieurs milliers de manifestants ont défilé vendredi à Harare. Objectif, dénoncer les sanctions imposées par les Occidentaux au Zimbabwe en proie à une crise économique catastrophique. En effet, l'Union européenne et les États-Unis maintiennent depuis près de 20 ans des sanctions contre le Zimbabwe, lesquelles sanctions visent surtout la famille et les proches de l'ex-président Robert Mugabe, accusé de violence et de fraude électorale.
englué dans une crise économique interminable qui a précipité une large part de sa population dans la misère, le pays a aujourd'hui désespérément besoin d'investissements étrangers pour s'en sortir. D'où le bien fondé de cette manifestation qui appelle à une levée des sanctions. Si l'Union européenne a réduit les siennes récemment et que le Fonds monétaire international a repris langue avec Harare, Washington a plutôt prolongé en mars dernier ses sanctions contre Robert Mugabe, Emmerson Mnangagwa et une centaine de personnalités ou entreprises zimbabwéennes. Ça suffit, retirez ces sanctions maintenant. Nous savons parfaitement que ces sanctions ne sont ni intelligentes ni ciblées, a martelé le président Emmerson Mnangagwa, qui soutient que l'impact de ces sanctions sur la vie quotidienne des Zimbabwéens est énorme et leurs conséquences terribles. Les États-Unis se défendent de ces accusations, expliquant que leurs sanctions ne sont pas responsables de la faillite tragique du Zimbabwe. La responsabilité en incombe, selon eux, à la gestion catastrophique de ceux qui dirigent le pays et aux abus du gouvernement contre ses propres citoyens. Le principal parti d'opposition, le Mouvement pour un changement démocratique, MDC, a joint sa voix aux Occidentaux pour dénoncer les faillites du régime. Le Zimbabwe en est là parce qu'il est dirigé par des hommes égoïstes et corrompus, a-t-il dénoncé. Les bureaux d'action contre la faim et de Mercy Corps avaient été fermés en septembre dans le nord-est du Nigeria. En effet, l'armée avait notamment accusé l'ONG française ACF d'aider et d'encourager les terroristes en leur fournissant nourriture et médicaments. Les relations entre l'armée nigériane et les ONG ont toujours été tendues. Ces dernières, elles, sont régulièrement accusées de faire des distributions d'aliments ou de médicaments qui tombent ensuite dans les mains des combattants. Le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires, après une rencontre avec les hauts militaires nigériens, a affirmé avoir reçu l'assurance des autorités compétentes que la suspension des activités de ces ONG sera levée dans quelques jours. D'après la même source, cela devrait permettre la reprise immédiate d'une assistance vitale à près de 400 000 personnes qui sont privées de nourriture et d'autres aides essentielles depuis un mois. Près de 35 000 personnes ont été tuées depuis 10 ans dans le conflit avec les groupes armés islamistes qui s'est propagé dans les pays voisins et a obligé plus de 2 millions de personnes à fuir leur foyer. Les violences ont fait 140 000 nouveaux déplacés cette année, tandis que plus de 3 millions de personnes se trouvent toujours en situation d'insécurité alimentaire, les paysans n'ayant pas pu semer dans leurs champs. Absolutely. He is resorting to the early signs Il a of recours aux premiers signes de la dictature. Il essaye d'intimider les gens, même ses alliés les plus proches qui l'ont aidé à prendre le pouvoir et qui se trouvent être en désaccord avec certaines des politiques, positions et idéologies qu'il défend. L'intimidation est le début d'un régime autoritaire. Authoritarian rule. And also, if that is sufficient, I want to have an active role. Je veux jouer un rôle actif dans les prochaines élections. Dans quelle capacité? Je ne suis pas sûr, mais je veux m'assurer que l'influence que j'ai dans le pays a une contribution positive dans les prochaines élections afin que le pays puisse avoir l'occasion d'élire ses propres représentants. Si nous trouvons un consensus, nous le soutiendrons jusqu'à présent. La majorité des dirigeants politiques Oromo étaient d'avis de l'approuver pour 5 autres mandats. Mais je pense que les développements des dernières semaines, sa précipitation à fusionner le parti, son approche de la mémoire historique et le dernier incident ici ont fait reculer les gens et reconsidérer leur position. Les pompiers luttaient vendredi contre plusieurs incendies en Californie, dont l'un particulièrement violent près de Los Angeles, qui menace des milliers d'habitations
et a déjà forcé les autorités à exiger l'évacuation d'environ 50 000 personnes. La région de Los Angeles est en alerte rouge, au moins jusqu'à vendredi soir, avec des conditions météo propices aux incendies dans le sud de la Californie. Les autorités locales ont fait du porte-à-porte à Santa Clarita, ville située à 50 km de Los Angeles, pour avertir les habitants de l'arrivée des flammes et leur demander de partir, rapportent les médias locaux. Le brasier nommé Tick Fire n'était contenu qu'à 5% vendredi matin et avait déjà fait partir en fumée 1600 hectares selon les autorités locales. De nombreuses écoles ont fermé leurs portes vendredi à cause de la progression du feu ainsi qu'une autoroute très fréquentée accentuant les bouchons déjà fréquents dans la deuxième ville des États-Unis. Selon les autorités, le feu a réduit en cendres au moins 6 maisons, 10 000 bâtiments sont menacés par les flammes et le Call Fire, le service des pompiers californiens, a mobilisé 600 soldats du feu, 6 bombardiers d'eau et 100 camions pour lutter contre cet incendie qui s'est déclaré jeudi après-midi. On dénombre au total 49 bâtiments détruits. Bientôt 2 semaines qu'a débuté cette mobilisation inédite émaillée d'incidents au Liban. Les militants du puissant mouvement chiite pro-iranien du Hezbollah, de plus en plus visibles dans les rues, ont été impliqués dans des heurts à Beyrouth, la capitale. Des dizaines de nouvelles barricades ont fait leur apparition sur les routes, renforçant la paralysie du pays. Ce, au lendemain d'une adresse à la nation du président Michel Aoun, jugée unanimement décevante. Le blocage de l'axe reliant Beyrouth au nord du pays a été maintenu. De grandes bâches bleues y ont même été installées pour protéger les manifestants de la pluie et permettre à certains d'y passer la nuit. La revendication numéro 1 du mouvement de contestation demeure le remplacement immédiat d'une classe politique incapable de redresser le pays et quasiment inchangée depuis la fin de la guerre civile en 1990. L'armée, présente en masse les 2 jours précédents, s'est faite plus discrète malgré l'appel du président à assurer la liberté de circulation des citoyens. L'ex-général de 84 ans a proposé de rencontrer des représentants des manifestants dont le mouvement spontané n'a précisément pas de leader ou de porte-parole. Il a apporté son soutien au plan de réforme présenté lundi par le Premier ministre Saad Hariri, qui avait pourtant été aussitôt rejeté par la rue. Une impasse prolongée pourrait conduire à un pourrissement ou à un dérapage du mouvement, selon les médias. Le Tour du Faso est une épreuve qui compte au calendrier international. C'est une des épreuves de référence, de par sa qualité d'organisation, mais également par sa longévité, 32e édition. Il y a eu une année d'interruption, c'était une année où il y avait des problèmes avec Ebola. C'est la seule fois où le Tour n'a pas pu être organisé. C'est vrai que l'année dernière, l'édition a été plus belle pour nous. Nous avons gagné le maillot jaune. Donc cette année encore, l'objectif reste la même, c'est garder le maillot jaune. Vous avez vu qu'il y a eu une innovation encore. La première étape qui commence par un prologue de 7 km à Ouagadougou. Donc c'est vrai que tout dernièrement, les questions sécuritaires ont fait que le pays a donné une autre image. Mais en tout cas, le Tour du Faso permettra encore de montrer au monde entier que le Burkina Faso est un pays de paix, est un pays dont la population se bat pour aller de l'avant. C'est vrai que les équipes ont de plus en plus de mal à venir ici, c'est vrai, mais l'organisation fait en sorte que l'on se sente en sécurité. Pour l'instant, il n'y a eu aucun problème majeur à signaler, ni même aucun problème en particulier à signaler. Donc voilà, ça reste quand même une course UCI 2.2. Donc c'est ce qui motive toujours les gens à venir pour essayer de récolter des points sur l'UCI Africa Tour. Voilà.